Merci de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Pour commencer, voici le sommaire de ce journal. Alassane Ouattara de retour en Côte d'Ivoire après un séjour à Londres au Royaume-Uni. Le président de la République a participé au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Dans cette édition, le chef de l'État ivoirien fait un point complet sur sa mission. Toujours en Côte d'Ivoire, un séminaire gouvernemental aujourd'hui. Il s'agit pour les membres du gouvernement d'adopter le plan d'action prioritaire pour cette année 2020. Les travaux se déroulent au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Enfin, des mesures en Côte d'Ivoire pour bloquer le coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Janaka Awele, a vérifié hier le dispositif de prévention à l'aéroport international de Port-Bouët. Bonjour à tous. Fin de son séjour à Londres au Royaume-Uni, le président de la République de Côte d'Ivoire est rentré hier à Abidjan, arrivé aux alentours de 17 h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Alassane Ouattara a été accueilli par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement. Des honneurs militaires ont été rendus au président de la République, Alassane Ouattara. Rentré hier dans son pays, le président de la République de Côte d'Ivoire a fait un point complet sur sa mission au Royaume-Uni. Alassane Ouattara a indiqué avoir pris part à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Écoutons les explications du chef de l'État. Je viens d'effectuer une mission à Londres où j'ai pris part à l'invitation du Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, au sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. J'étais accompagné de la Première Dame et de plusieurs ministres et des membres du cabinet présidentiel. Ce sommet a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, environ une vingtaine, dont je crois 4 pays francophones, le Sénégal, la Guinée, le Congo-Kinshasa et la Côte d'Ivoire. Des entreprises et également des institutions internationales. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Boris Johnson a exprimé sa volonté de nouer un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et le continent africain, ce dont, bien évidemment, nous nous félicitons. Il a aussi présenté les opportunités qu'offre son pays dans divers domaines, notamment dans les secteurs des finances, de l'éducation, de la formation, des technologies, de l'information et de la sécurité, mais également la disponibilité du Royaume-Uni à relever les défis auxquels nos pays sont confrontés en matière d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique et de lutte contre la pauvreté. Au cours du sommet, j'ai animé aux côtés de mon homologue du Mozambique et du Premier ministre de l'île Maurice un panel sous le thème « Les futurs secteurs de croissance en Afrique ». J'ai à cette occasion relevé les progrès impressionnants de notre pays au cours de ces 8 dernières années, ainsi que les réformes que nous avons initiées en mettant l'accent sur la sécurité, l'amélioration du climat des affaires, les investissements privés, mais également la paix et la cohésion sociale. Ceci a permis de réduire le taux de pauvreté de 51% en 2010 à 35% en 2018. En termes de perspective, j'ai indiqué que la deuxième phase de notre stratégie consistera en la transformation de nos produits agricoles, tout en continuant de mettre l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes ainsi que sur l'autonomisation des femmes. J'ai donc invité les hommes d'affaires du Royaume-Uni à venir investir en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà présents, mais je souhaite qu'ils viennent encore plus nombreux.
En marge du sommet, j'ai eu un entretien avec le Premier ministre du Royaume-Uni, M. Boris Johnson, sur la coopération entre nos deux pays. Et j'ai à cette occasion sollicité le retour à Abidjan des services en charge de la délivrance des visas anglais aux étudiants et hommes d'affaires ivoiriens, puisque vous savez, aujourd'hui, les uns et les autres sont obligés d'aller à Accra pour obtenir les visas. J'ai demandé également l'établissement d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Londres. Ces questions seront étudiées par les autorités. Comme vous le savez, le Royaume-Uni est un partenaire important de la Côte d'Ivoire, où il est présent dans le secteur des mines et de l'énergie. Environ 30% de l'énergie de notre pays est produite par les investisseurs britanniques. Dans ce cadre, nous avons abordé la question des énergies renouvelables, ainsi que la transformation locale de nos matières premières, notamment le coton et l'anacarde. Je me suis également entretenu avec le premier secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, M. Dominic Raab, le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, qui est M. Souma Chakrabarti, qui sont venus nous présenter les activités de la banque et le souhait de la BERD d'ouvrir un bureau à Abidjan. J'ai également rencontré l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui est président de l'Institut Tony Blair et qui a un partenariat avec la Côte d'Ivoire pour la promotion de la transformation de l'anacarde, mais également du textile en Côte d'Ivoire. Et j'ai rencontré également le président de la Banque mondiale, M. David Malpass, avec qui nous avons fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette grande institution financière internationale qui apporte un soutien extrêmement utile à notre pays. Nous avons également, la Première Dame et moi-même, participé à un cocktail offert par la reine Elisabeth II au palais de Buckingham. Ce cocktail était présidé par le fils William et la princesse Kate. Alors, durant mon séjour à Londres, j'ai été invité à prononcer une conférence dans deux prestigieuses institutions britanniques. D'abord, Chatham House, spécialisée dans la réflexion stratégique, et aussi au Royal African Society, qui a pour vocation la compréhension mutuelle entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Alors, à Chatham House, le thème était « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, comment assurer la stabilité et l'inclusion ». J'ai insisté sur la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'élection présidentielle d'octobre 2020 soit démocratique, transparente et apaisée. Et parce que nous avons maintenant fini de mettre en place les institutions de la République qui sont donc totalement crédibles. Et j'invite les uns et les autres à se référer aux institutions quand il y a des questions à évoquer, plutôt que de prendre d'autres voies pour obtenir des évolutions dans ce domaine. J'ai aussi évoqué des initiatives entreprises par le gouvernement en vue d'organiser ces élections, comme je l'ai dit, qui seront ouvertes, transparentes et apaisées, et en parlant notamment de la commission électorale indépendante. J'ai indiqué que la précédente commission avait organisé plusieurs élections présidentielles, législatives, municipales, régionales, et que tout ça s'était bien passé, mais que nous avons procédé à une adaptation pour tenir compte des recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et bien évidemment, la Cour a validé ces propositions. Et cela, bien sûr, a été fait à l'occasion de discussions avec les partis politiques et la société civile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Commission électorale indépendante répond aux critères de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et j'ai noté que le
Premier ministre a engagé des échanges pour adapter le code électoral à la constitution de la Troisième République. J'espère que le Premier ministre sera en mesure de me faire les propositions pour le gouvernement dans ce mois de février, parce que vous savez, les élections, c'est dans 9 mois, c'est en octobre, et il faut maintenant que nous puissions boucler toutes les questions relatives à la préparation des élections. Alors, Royal African Society, j'ai présenté les atouts et les opportunités de l'économie ivoirienne. Et là, j'étais impressionné. En fait, ce n'était pas une grande réunion, il y avait une vingtaine de PDG de grandes entreprises anglaises et internationales. Et donc, c'était des personnalités qui connaissent la Côte d'Ivoire, qui ont investi en Côte d'Ivoire et qui croient en notre pays. Et donc, je leur ai dit que, comme ils le savent, que la Côte d'Ivoire va bien, elle est en paix, elle continue d'avancer, et donc elle est maintenant sur une trajectoire de non-retour dans des situations de difficulté. Et je les invitais à venir nombreux en Côte d'Ivoire pour investir, car c'était bon pour eux et c'est bon également pour nos concitoyens. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement fait le compte-rendu de ma mission à Londres, qui était une mission très utile, en tout cas passionnante en ce qui me concerne, en raison des échanges que j'ai eus avec les autorités britanniques, les organisations internationales, comme évidemment les participants à ce grand sommet. Voilà les précisions du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sur son séjour au Royaume-Uni. Toujours en Côte d'Ivoire, un séminaire gouvernemental ouvert aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Objectif, adopter le plan d'action prioritaire pour cette année 2020. Écoutons tout de suite les précisions du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, et également l'intervention du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. 2020, le premier défi pour le gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national en vue de la tenue d'élections apaisées. C'est dans ce sens que, sur instruction du président de la République, le dialogue politique avec tous les acteurs de la société civile et les acteurs politiques a repris sur le code électoral et devra rendre ses conclusions au cours des prochains jours. Il s'agit également d'assurer la sécurité à nos frontières dans un contexte sous-régional marqué par des attaques terroristes. Ce séminaire est d'une importance capitale dans l'atteinte des objectifs de développement fixés dans le cadre du second mandat de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agira concrètement de valider et d'adopter les programmes d'action prioritaires du gouvernement pour 2020, dernière année de la mise en œuvre du PND 2016-2020. L'objectif, vous le savez, est de faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne avec des institutions fortes, une économie performante et des conditions de vie meilleures pour l'ensemble des populations. Santé, un cas suspect de coronavirus détecté le 25 janvier dernier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. La malade, une étudiante ivoirienne vivant à Pékin depuis 5 ans, présentait un syndrome grippal. Le pays a donc pris des mesures pour barrer la route au coronavirus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaouélé, s'est rendu hier sur les lieux pour vérifier le dispositif de prévention. C'est un reportage de Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouélé, fait le tour du dispositif de sécurité sanitaire installé à l'aéroport d'Abidjan. Appareils de détection, gel désinfectant dans la passerelle de débarquement, toutes les mesures de prévention sont mises en place. Le ministre Akaouélé veut s'assurer de la bonne marche du dispositif après la découverte d'un cas suspicieux de coronavirus parmi les passagers en provenance de Chine. On a fait ensemble le tour, pour le moment, tout se passe bien. Ce n'est pas pour rien que ce cas a pu être isolé. Donc faisons confiance
à ce dispositif, surtout quand on sait que dans d'autres pays, les malades sont rentrés sans problème. Il s'est rendu à la cellule de pandémie de l'aéroport pour le suivi de l'étudiante ivoirienne déclarée cas suspect. Là, le ministre rassure. Nous sommes venus voir, des prélèvements ont été faits en pleine nuit, autour de 1h30, 2h du matin. Cela a été fait bien sûr en collaboration avec les différents services spécialisés. Les analyses sont en cours. Nous avons vu la patiente. En tout cas, elle se porte pour le moment bien. Il faut saluer d'ailleurs cette jeune dame qui est très très responsable. Parce que quand elle est arrivée, elle a refusé d'aller chez elle. C'est-à-dire de propager la maladie, si c'était le cas. Nous repartons en espérant pour elle et même pour nous qu'il ne s'agira pas de coronavirus. Le syndrome coronavirus, apparu début décembre 2019 en Chine, fait déjà plus de 80 victimes dans ce pays. En Côte d'Ivoire, la situation est stable et sous contrôle, selon le gouvernement. En Chine, le bilan du coronavirus s'est aggravé. Déjà 80 morts et plus de 2000 personnes contaminées. Les autorités chinoises annoncent la construction d'un deuxième hôpital d'une capacité de 1300 lits pour traiter les malades à Wuhan, épicentre de la maladie. 29 janvier 2020, célébration de la journée mondiale des lépreux en Côte d'Ivoire. C'est la ville de Gagnoa, dans le centre-ouest, qui va accueillir les activités de cette 67e édition. La Côte d'Ivoire qui recense par an 600 nouveaux cas de lèpre. Dans le message du gouvernement, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, invite à la solidarité envers les personnes malades de la lèpre. On en parle avec Amadou Ouattara. Ça, c'est l'amour du maître. Ce geste est la marque d'amour demandée par les autorités sanitaires à l'endroit des personnes malades de la lèpre. Une maladie infectieuse causée par le bacille des Hansen qui touche la peau, les nerfs, les muqueuses, les voies respiratoires et bien d'autres organes. D'où cette célébration pour marquer la solidarité du district sanitaire de Tiassalé à ces personnes vulnérables. C'est une journée pour nous amener à penser aux malades de la lèpre. Les malades de la lèpre sont souvent ignorés. Donc c'est pour nous amener à penser beaucoup aux malades de la lèpre. Ce sont nos propres parents, ils vivent avec nous. Donc il ne faut pas qu'on les ignore, il faut qu'on soit toujours avec eux, autour d'eux. Le district sanitaire de Tiassalé qui célèbre cette 67e édition de la journée mondiale des lépreux compte 11 malades, dont 8 nouveaux cas de formes multibacillaires, formes contagieuses, soit 87,5% des cas enregistrés en 2019. Une célébration meublée par la prière, la sensibilisation et des dons en vivres et non-vivres, plus une enveloppe pour personnes guéries et nouveaux malades au nombre de 25. Un geste qui réjouit les bénéficiaires et les autorités administratives. C'est notre regard critique, amer, réprobateur, fustigeant qui constitue le fusible qui exacerbe la douleur quotidienne de nos frères et sœurs malades. C'est pourquoi je vous invite tous ici rassemblés à rectifier notre regard sur la lèpre et les lépreux. La lèpre en Côte d'Ivoire est en nette réduction. Depuis 2001, elle n'est plus un problème de santé publique. Un tout autre sujet à présent. La coalition du secteur éducation-formation a annoncé récemment un arrêt de travail à compter de demain, mardi 28 janvier 2020. Elle dénonce des revendications insatisfaites, notamment la revalorisation des indemnités de logement et la suppression des cours du mercredi. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de son côté, a réagi. Dans un communiqué, ce département ministériel relève les efforts faits pour la valorisation de la corporation. Le point avec Franck Quadio. Arrêt de travail suivi de rétention de notes, c'est l'action qu'entend mener à partir du mardi 28 janvier
dans toutes les écoles, les membres de la coalition du secteur éducation-formation du Côte d'Ivoire, COSEFSI, et cela en raison, selon eux, de la non prise en compte de certaines revendications restées sans suite lors des récentes grèves, celles de l'année dernière. Entre autres revendications, la revalorisation des indemnités de logement des instituteurs et professeurs du secondaire, la suppression des cours du mercredi dans le primaire, le relèvement au double de toutes les primes liées aux examens scolaires et la rémunération de la surveillance. Un mouvement de grève annoncé auquel a répondu la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique par un communiqué. Un communiqué qui nous est parvenu. Kandia Camara note le caractère inopportun de cette grève qui intervient dans un contexte marqué par la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGouv, qui aura permis le recrutement de plus de 10 000 enseignants et la confection de plus de 500 000 tables bancs. En outre, un protocole d'accord vient d'être signé entre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour permettre au personnel regroupé au sein de la mutuelle des personnels de l'éducation-formation d'accéder à la propriété immobilière. Conformément aux clauses de ce protocole d'accord, les bénéficiaires de ce projet disposeront de logements à moindre coût, soit en accès direct à la propriété, soit par location-vente et dans tous les cas, sans aucun apport initial. C'est un projet qui va coûter plus de 300 milliards de francs CFA à l'État. Dans son communiqué, la tutelle invite alors la COSEFSI à la retenue. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prend à témoin la communauté éducative et met en garde contre toute action visant à semer le désordre, l'incivisme dans les établissements scolaires et compromettre ainsi l'avenir de nos enfants. Eu égard au souci de préserver un climat de paix et de concorde, si cher à la transmission-acquisition des connaissances et savoirs, les enseignants grévistes, les fauteurs de troubles et les auteurs d'actes répréhensibles seront tenus pour responsables des effets de leur comportement et attitudes et en assumeront les conséquences. J'en appelle donc au respect scrupuleux du droit à l'éducation de nos enfants et au civisme et demande à tous les enseignants d'être présents à leur poste les mardis 28, mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020. Toujours au chapitre éducation, bientôt 90 000 logements sans apport initial pour les enseignants de Côte d'Ivoire. Ce projet immobilier est une initiative de la mutuelle du secteur éducation. Les précisions dans ce reportage de Franck Quadio. 90 000 logements bientôt pour les enseignants et autres travailleurs du secteur éducation-formation du Côte d'Ivoire, une initiative de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique MUPEMINET. Compte tenu de la situation financière des enseignants, les syndicats et associations ont demandé et obtenu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly que ce projet soit une location-vente sans apport initial grâce à l'appui et à la garantie de l'État. Ainsi, les précomptes pour le paiement se feront à la source. En ce qui concerne les prix des maisons, le ministre de la Construction et les opérateurs immobiliers feront une communication cette semaine. 2 opérateurs accompagnent dans cette opération la MUPEMINET par tranche de 50 000 et 40 000 logements. Quand on accorde, par exemple, auprès du ministre du Budget, un allègement fiscal à ces opérateurs-là, vous comprenez avec moi que le prix va considérablement descendre. Donc une maison de 35 millions peut se retrouver à 15 millions parce qu'il y a certaines charges qui sont prises par l'État. Donc l'État va débourser près d'une centaine de milliards pour nous aider à acquérir une maison. L'accès au logement, une question cruciale, et surtout quand elle s'effectue sans apport initial. Angré, Cocody, Bingéville, Songon, Bassam et Alépé seront les sites qui abriteront les futurs logements des enseignants. Aujourd'hui, en 3 jours, nous avons ouvert une page pour des inscriptions et aujourd'hui, nous sommes à près de 1000 inscrits. D'ici à la fin de ce mois, on va faire le point de ceux qui sont inscrits. Nous allons les déverser aux opérateurs qui, très rapidement, vont les prendre en compte pour que l'opération commence. Les mutuelles des personnels du ministère de l'Éducation nationale exhortent l'ensemble des membres du secteur à adhérer au projet. Elle a le soutien de la tutelle, donc de l'État. Une façon d'accélérer
et de contribuer au volet social logement du PS Gouv. L'Église catholique de Côte d'Ivoire invite les populations à aller à la paix en cette année 2020. Les autorités religieuses prévoient donc un rassemblement le 15 février prochain à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour une séance de prière. L'aumônerie de la pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan, dans le cadre de ses activités et en relation avec le thème de l'année qui est « Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous », a prévu une marche pour la paix en Côte d'Ivoire. Conscient de la primauté de Dieu et de la nécessité de la paix par la réconciliation, maintient cette prière rogatoire en faveur de la paix en Côte d'Ivoire qui se tiendra le samedi 15 février 2020 de 7h à 13h30. Cependant, face au danger d'infiltration et soucieux de la sécurité de ses fidèles, son Éminence demande que cette journée de prière se tienne exclusivement au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Quel est donc l'objectif majeur de ce rassemblement? Réaffirmer l'importance de vivre dans un environnement stable, prôner la paix entre les jeunes, montrer la nécessité de vivre dans la fraternité et la cohésion, sensibiliser la jeunesse diocésaine catholique et partant la jeunesse nationale sur la non-violence pendant la période électorale. Toujours selon le père Aubrou-Augustin, ces marches priantes publiques, ces chemins de croix, ces prières rogatoires sont des pratiques courantes qui sont des suppliques adressées à Dieu en faveur de tout le peuple. Autre actualité, Sakassou, ville du centre du pays, va accueillir le 1er février prochain un hôte de marque. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, aura des entretiens avec Nanan Akouaboni II, reine du royaume baoulé. Et pour préparer le séjour à Sakassou du chef de l'État, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a échangé il y a quelques jours avec la chefferie traditionnelle. Pour en parler, Léon Brou de RTI Bouaké. Des techniciens à l'œuvre pour réhabiliter la voie principale de Sakassou. Il en sera ainsi pour l'ensemble des grandes artères de la ville. Des rues vont également être bitumées. C'est le cas ici, au quartier Oualebo, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, à la tête d'élus et cadres du centre, a visité le Palais Royal, édifice aussi à réhabiliter pour donner fière allure au royaume baoulé avant la visite du président de la République à la reine Akouaboni II. Information donnée par le président des cadres du Centre pour le développement aux 172 chefs de tribus et de villages de Sakassou. On est prêt à recevoir les chefs de l'État. Il est le chef de tout le monde. Aujourd'hui, on a fait des choses, mais samedi prochain, tout Sakassou sera inondé par les gens du village. La reine même est prête pour l'accueillir. Cette mobilisation, femmes, jeunes et chefs coutumiers en ont convenu des modalités avec l'émissaire du gouvernement, Amédée Kouakou, qui en appelle à sa réussite tout en indiquant que la visite du chef de l'État se veut privée, mais pourrait donner un coup d'accélérateur au développement du royaume baoulé. En 2011, on avait un taux de pauvreté dans le pays qui était au-delà de 51%. Aujourd'hui, le taux de pauvreté est autour de 35%, donc les Ivoiriens vivent mieux. Les populations donc comprennent le sens de toutes les actions qu'ils mènent. Nous avons échangé avec les populations et elles sont prêtes à réserver un accueil chaleureux au président de la République lorsqu'il sera ici à Sakassou. La visite du président Alassane Ouattara à la reine Akouaboni II, reine des Baoulés, est prévue pour le 1er février 2020, toujours selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Des images à présent, 18 morts et 33 blessés dans un accident de la circulation survenu le 25 janvier dernier sur l'autoroute PK 107. Le ministre des Transports a apporté récemment la compassion du gouvernement aux victimes, l'occasion pour Amadou Koné d'appeler les automobilistes et autres usagers de la route à la prudence. L'actualité au Mali, 20 militaires maliens ont été tués et 5 autres blessés hier lors d'une attaque de grande ampleur
contre un camp de gendarmes dans la région centre du pays. À noter également du matériel endommagé et ou emporté. Enfin, le basketball américain endeuillé, la star de la NBA, Kobe Bryant, âgé de 41 ans, est décédé hier dans le crash de son hélicoptère intervenu dans le sud de la Californie. Sa fille de 13 ans qui l'accompagnait est également morte. Kobe Bryant est l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Merci de nous avoir suivis.